Trop de griefs contre le concours au profit du ministère de l'économie et des finances et de la dénationalisation de juin 2015. Chaque jour, son lot de récriminations et d'indignation appelant à l'annulation pure et simple du dit concours. Du citoyen lambda au corps constitué, ils sont nombreux à emboucher la même trompette. Appel incessant à l'annulation du concours APE, session de juin 2015, le nouveau départ dos au but ou entre le marteau et l'enclume. Deux invités pour nous édifier sur la grosse interrogation et les questions associées. Maître Jacques Patrick, avocat au barreau de Cotonou. Maître, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir était également à moi d'être avec vous. Merci bien. En face de lui, le second invité sur ce plateau, Herbert Ouingbo, journaliste éditorialiste, mais également administrateur civil. Pour le thème au menu, la précision en vaut la peine. Herbert Ouingbo, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement à Conabois. C'est dans le 5e arrondissement de Port-Nouveau. Pourquoi à Conabois? Oui, parce qu'ils sont très accrochés à votre émission et aussi à Soleil FM. Merci bien. Levée de bouclier pour l'annulation du concours d'entrée dans la fonction publique ayant consacré la mission de plus d'1 millier de candidats. Le dossier, quel est le regard que l'éditorialiste et en même temps administrateur civil porte là-dessus, Herbert Ouingbo? Non, je pense qu'il est important que la lumière soit faite sur ces concours-là pour 2 ou 3 raisons qui me paraissent essentielles. La première raison, c'est qu'il y a l'opinion qui a une attente forte par rapport à ces concours-là, en ce sens que l'opinion publique estime qu'il s'agit des concours frauduleux. Et quand je parle d'opinion publique, je parle de ceux qui font l'opinion. La presse, la société civile et les personnalités diverses et variées et les organisations de lutte contre la corruption. Et pour cela, il s'agit d'une pression sur le gouvernement. Il s'agit donc aussi d'une attente, qu'on pourrait dire, de la population, et à cela, les gouvernants doivent apporter une solution. Deuxième raison, c'est que de par les correspondances et les interventions des agents publics, de ceux qui ont à charge d'organiser ces concours, il y a des correspondances, il y a des actes qui ont été posés et qui méritent d'être passés au crible, n'est-ce pas, des corps de contrôle. Et troisième raison, c'est que nous venons d'avoir un régime qui a opté pour la rupture par rapport à la gouvernance qui est en cause, et qui vient de s'achever, et pas en cause, qui vient de s'achever, puisque le peuple a remis cette gouvernance-là en cause à travers le vote que nous avions eu. Et donc, toutes ces raisons cumulées et jumelées permettent de dire que, effectivement, la question des concours auxquels vous faites allusion, cette question-là est une préoccupation que le gouvernement doit examiner en toute lucidité et en toute sérénité. Maître, c'est quoi le regard de l'homme de droit? Oui, moi je pense que les raisons qu'il vient donc d'évoquer de l'autre côté sont également valables à mon niveau pour qu'on puisse donc essayer donc de voir les conditions dans lesquelles ces concours ont été effectivement donc organisés. Mais lorsque vous voyez un peu ces concours, les problèmes qui ont posé autour, qui ont fait l'objet, si vous voulez, et qui ont fait l'objet de négociations, des contestations syndicales et des négociations politiques pour que le président actuel donc, soit là. Je crois qu'il faut revoir donc tout ça. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais est-ce que c'est possible donc de le faire en l'état? C'est ça la vraie question. Parce que quand j'apprends que des conseils des ministres prendra des décisions ou ils prendront des décisions pour annuler un concours. Ça, on reviendra là-dessus. Donc je crois que... L'appel en lui-même, l'appel... Non, je crois que dans un pays sérieux, on n'a pas besoin de faire autant de bruit pour des concours qu'on estime être dans des concours frauduleux. On n'a pas besoin. Je crois que chacun doit pouvoir à son niveau prendre ses responsabilités par rapport donc à cela. Mais je crois qu'on a essayé donc de replacer au centre pour pouvoir donc essayer de régler d'autres problèmes politiques. Je crois que normalement ça ne devait pas être un problème politique. Vous pensez que c'est la politique qui tire les ficelles par rapport à une préoccupation comme celle-là? En fait, j'ai la conviction que c'est la politique qui tire ces ficelles-là. Parce que l'administration qui a organisé elle-même donc ces concours doit pouvoir donc prendre les responsabilités. Parce que, vous voyez, je vais vous dire,
Et lorsque vous prenez un concours, quand on parle donc du concours, les gens parlent d'annulation du concours, et tout le temps, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils veulent parler de l'annulation de quel concours ou bien de la proclamation des résultats. Parce que le concours, lorsque vous le prenez, c'est un procédé de recrutement. Et quand vous prenez un concours, c'est qu'un concours comporte plusieurs étapes. Vous aviez d'abord, s'il faut essayer donc de rentrer un peu donc dans les détails, vous aviez par exemple les opérations préalables. Et vous aviez le déroulement donc des épreuves, vous aviez l'établissement du candidat, en fait, de la liste donc des candidats et reçus, etc. Si nous prenons déjà la première étape qui consiste en des opérations préalables, vous aviez là par exemple qu'il faut procéder à l'ouverture donc du concours. Il faut essayer d'établir la liste des candidats. Mais lorsque les résultats sont mis en cause, est-ce que ce n'est pas le processus qu'il faut revoir? Non, c'est-à-dire que pour en arriver au résultat, qui n'est que la proclamation, donc, enfin, lorsque vous terminez les phases, la première phase, la deuxième phase et la troisième phase qui doit aboutir en fait à la proclamation des résultats. Pour l'administration elle-même, il faut aller après dans la nomination, je crois, l'administrateur, donc la nomination, la titularisation, parce que c'est un concours de la fonction publique, donc de l'État. Avant même donc d'aller à ces niveaux-là, c'est qu'il y a des actes qui doivent donc être posés. Je prends par exemple au niveau donc, du déroulement donc, des épreuves, on va vous dire, parce que les tests sont là et ils sont clairs, on va vous dire que le concours, enfin la proposition donc des épreuves passe par la direction des examens et concours et en collaboration avec le ministère donc, de la fonction publique et le ministère concerné pour le recrutement, etc. Moi je dis, à chaque niveau, il y a donc des actes à poser et des actes à prendre, de telle sorte aujourd'hui que quand on parle d'annulation d'un concours, je dis, mais c'est à quel niveau? Je m'interroge. Vous avez aussi la même préoccupation? Oui, c'est la difficulté que le Conseil des ministres aura. La fraude en question, elle se situe à quel niveau? Est-ce que c'est au début du processus? Parce que quand vous écoutez Jean-Baptiste Elias, on a dit que certains qui n'ont pas le diplôme, qui sont arrivés, d'autres n'ont pas composé. Donc en réalité, les fraudes évoquées sont au début, en amont et en aval, n'est-ce pas, de ce concours-là. Et donc ça pose véritablement un problème, encore que les admis ou les présumés admis, de toute façon, les résultats ont été proclamés. Et les admis ont déjà pris service, ont commencé le stage. Et donc, nous sommes vraiment, et je vois un peu la difficulté, n'est-ce pas, de ces ministres-là. Vous avez dit qu'ils hochent la tête. Donc, il y a beaucoup de problèmes de droit qui se posent là. Parce que n'oubliez pas que si on ne peut pas régler ce problème que de façon administrative, qu'on peut aussi aboutir au pénal, puisque nous avons une ordonnance qui réprime, n'est-ce pas, les fraudes au niveau des concours publics. Hein? Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y a certains, on a estimé que certains ne sont pas arrivés, d'autres ont composé à leur place. Et donc, il y a beaucoup, c'est un imbroglio. Mais moi, je pense que il faut examiner le problème avec sérénité, que sans doute on confiera le travail, n'est-ce pas, au corps de contrôle, n'est-ce pas, pour examiner les problèmes qu'il y a à partir des preuves que les uns et les autres ont à partir de ce concours-là, et que manifestement, on pourrait aboutir à des éléments qui peuvent justifier soit une annulation partielle, soit une annulation totale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un problème. Auquel va falloir apporter une solution, puisque nous avions... Mais Patrick, tu as peut-être derrière tout cet agissement, tout ce tollé, la mais politique, vous voyez aussi? Évidemment alors que les élections sont terminées. Oui, les élections sont terminées. C'est parce que les élections sont terminées que le gouvernement ne peut pas se mettre sous la pression des ONG. Et que là, nous sommes dans le droit administratif. Et que pour l'annuler, il y a des procédures. Il faut relever des irrégularités. Et ces irrégularités, ce ne sont pas les émotions à la télé. Et ce sont des preuves qu'il faut apporter, n'est-ce pas, au niveau des différentes étapes de ces concours-là. Hein, au niveau de la direction du recrutement de concours, de DRAE, il faut, avec les syndicats, parce que encore que nulle part dans les tests, on a dit d'organiser le concours avec la collaboration des syndicats. Il s'agit d'une démarche biaisée.
et puis qui a consisté à mener tous les syndicats dedans, les ONG, tout le monde pour gagner le concours. Sinon, le concours, il y a des tests qui régissent l'organisation de concours en République du Bénin et nulle part nous n'avons vu les syndicats. Il faut savoir les respecter. Mais il faut les respecter. Maintenant que les responsables du ministère de la fonction publique ont voulu, pour des questions de transparence, associer les syndicats et que là, ça devient un problème pour eux, ils doivent gérer tout ça là. Et je pense que le gouvernement doit prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est quoi? C'est de remettre les tests au cœur de la gestion de la cité des problèmes. Qu'est-ce que les tests disent? Quand il y a un problème, quelle est la commission ou bien quel est le corps de contrôle concerné? Il faut, n'est-ce pas, inspecter naturellement ce concours-là et produire un rapport. Et ce n'est pas Maître Chakwe qui va me dire que voilà, c'est la preuve et la rançon du droit. Le piège est permanent. Se prononçant justement sur cette situation, le ministre de la Justice, Gadesso, je le cite, Joseph Diogbenou, déclare « Vous saurez la position du gouvernement après le premier conseil des ministres, mais elle ne s'écartera pas de l'idée générale, de l'impression générale, du vouloir général. » Maître Patrick, oui, vous avez suivi aussi avec nous cette déclaration-là, ça veut presque tout dire. Elle ne s'écartera pas du vouloir général. Que ça peut insinuer? Oh, vous savez, maintenant, tous, ils sont en politique. Et en politique, on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut. Et surtout si on a fait donc, des promesses lors donc, des campagnes électorales. C'est tout ce que moi je sais en cette affaire, c'est que ce serait une erreur grave pour ce Conseil donc, des ministres de se tenir et d'annuler donc ces concours. Parce que ce serait très, 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 très grave. Parce que la responsabilité d'annulation de ce concours ne revient pas donc au ministre, en fait, ne revient pas donc au Conseil des ministres. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, il faut donc des procédures, il faut déterminer les niveaux d'irrégularité et autres et saisir. En matière d'annulation du concours ou d'un concours de la fonction publique donc, au Bénin, vous saviez qu'il y a la chambre administrative donc, de la Cour suprême qui est là. Donc, moi, je me demande, avec ces cris et autres, aujourd'hui, parce qu'on va vous dire, il faut demander. L'administration est une continuité. Et ceux qui ont organisé donc, ces concours-là, c'est-à-dire que sous l'autre régime du président Yahi, où ils ont organisé donc, ces concours, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu prendre les résolutions qu'il fallait donc prendre pour pouvoir donc régler donc, le problème avant donc, de partir. Aujourd'hui, tous ceux qui ont crié, sont-ils encore donc dans les délais pour saisir donc la chambre administrative donc de la Cour suprême pour pouvoir donc obtenir l'annulation? Vous posez sur un problème sérieux ici. Oui. Est-ce qu'ils sont dans les délais? Est-ce qu'ils sont donc dans les délais? Quand on ne se retrouve pas dans les délais, est-ce que le Conseil des ministres n'apparaît pas comme une instance quand même supra pour prendre les décisions qui s'imposent? Je vous donne un exemple très simple en matière d'organisation donc de concours. Je vous disais qu'il y a donc les opérations préalables. Lorsque vous prenez les opérations préalables, il y a par exemple l'ouverture du concours. Or, pour ouvrir le concours, si vous voulez, c'est-à-dire il faut un arrêté interministériel. Et un arrêté interministériel qui ouvre donc le concours, alors que ça fait partie donc, des actes administratifs à prendre dans le cadre de ce concours-là, parce que le Conseil des ministres peut dire et je demande le recrutement de 5 agents ou de 10 agents au profit donc, de tel ministère. Mais l'organisation pour le recrutement revient donc à ce ministère ou au ministère, en fait, aux organes chargés donc, de l'organisation de ce concours, où il faut procéder à l'ouverture donc, de ce concours. Pour ouvrir, il faut un arrêté ministériel. Ils vont prendre un décret en Conseil des ministres pour faire annuler donc, un arrêté ministériel. Ça pose donc déjà un problème. L'administration civile, oui. Mais il faut rappeler que le ministre de la Justice est aussi un homme de droit, Maître Joseph Diogbenou, donc certainement connaisseur que l'homme a parlé. Quelle lecture faites-vous ou quel décryptage faites-vous de ces propos? Non, je pense que Maître Diogbenou a eu une position à la fois d'homme politique et d'homme de droit. D'homme de droit. D'homme politique, c'est que le Conseil des ministres ne s'écartera pas de la volonté générale. Ça, c'est une déclaration politique. Et pour l'homme de droit, c'est que ces concours doivent être examinés avec beaucoup de lucidité et de sérénité. Je pense que le Conseil des ministres ne se transforme pas en une juridiction administrative pour prononcer, n'est-ce pas, des sanctions ou pour faire le procès. Et encore qu'ils n'ont pas d'éléments, parce que ce n'est pas sur la base des rapports d'ONG qu'un Conseil des ministres statue pour dire « nous ne voulons pas annuler ». Et non, ce n'est pas possible. Pour l'annuler, il faut un rapport conséquent. Si nous sommes dans la phase administrative, et si éventuellement
on décide de porter, n'est-ce pas, la responsabilité ou bien la question au niveau des juridictions, et M. Tchapel l'a évoqué tout à l'heure au niveau de la chambre administrative, on verra. Mais pour l'instant, le Conseil des ministres va se statuer sur quoi? Sur quel rapport pour annuler? Sur le rapport du FONAC? Sur le rapport il n'y a pas. Je pense qu'il faut, une fois encore, permettre, n'est-ce pas, au Conseil des ministres d'avoir des éléments solides qui soient revêtus, n'est-ce pas, du sceau institutionnel. Quand il parle du sceau institutionnel, on peut en avoir, soit d'une commission, de l'inspection générale des affaires administratives, que nous pouvons même avoir même que le BAG qui est le bureau d'auditeur général, puisse produire un rapport. C'est sur la base d'un rapport que le Conseil des ministres va se prononcer. Sinon, ça va devenir un gouvernement qui agit sur la clameur publique. Et puis, la clameur publique, elle étincelle. La clameur publique n'est pas la lumière. Le Conseil des ministres, à partir, n'est-ce pas, de ce que j'appelle clameur publique de l'opinion publique, peut décider d'ouvrir des chantiers, d'ouvrir des voies pour pouvoir voir clair dans cela. Donc, il ne faut pas prendre des décisions sur la base de WhatsApp ou bien de Facebook, qui ne sont pas, n'est-ce pas, des institutions crédibles. Donc, il faut nécessairement avoir des éléments prouvants. Ce n'est pas parce que dans l'opinion, nous savons qu'il y a ceci. On peut avoir la certitude, on peut être convaincu que ce sont des concours frauduleux, mais si le Conseil des ministres ne statue pas sur la base de rapports administratifs conséquents, eh bien, il passerait à côté, et une fois encore, force doit rester à la loi. Et n'oubliez pas que le régime de la rupture a fait du respect de la loi son leitmotiv et veut faire des institutions fortes et non des hommes forts. Et quand on est dans cette perspective-là, il faut permettre aux institutions et aux structures chargées de faire la lumière sur des irrégularités, produire des rapports afin qu'on puisse se prononcer. Vous voyez donc l'équipe entre le marteau et l'enclume? Oui, je vois l'équipe très influencée par la clameur publique. Et je suis convaincu par la qualité des hommes et des femmes qui se trouvent dans ce gouvernement, qui pourront prendre la hauteur. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas annuler le concours, mais il faut respecter les procédures. Il ne faut pas poser des actes qui pourraient entorser, n'est-ce pas, aux contribuables béninois. Parce que généralement, vous savez, quand l'État est en procès avec les particuliers, l'État a toujours perdu. Et parlant justement de ces contribuables, est-ce qu'il vous est arrivé, vous, Wimbo, de vous mettre un peu dans la peau de ceux-là? Du contribuable béninois. Oui, dans le cas d'espèces, ceux-là qui se sont vus déjà déclarés admis, vous savez comment ça se passe. Ça se mais ils ont fait... Aujourd'hui, il y a tous ces appels-là. Oui, j'ai suivi sur... Non, avant de revenir, je dis vous. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous mettre dans leur peau? Je suis admis et après on dit que je ne serai pas admis. Là, vraiment. Mais vous imaginez qu'en tant qu'humain, en tant que quelqu'un qui possède la raison, quelqu'un qui a du sang qui coule dans ses veines, je ne serai pas heureux. Donc la vie ne sera pas facile. Pas facile. Et cela se traduit déjà par les on y reviendra, mais Maître Tchapel, dites-vous, je vois ces contribuables dans la position de condamnés qui attendent sur le banc d'accusés, attendant la sentence finale. Comment ça se vit ces instants-là avec le client? C'est des parallélismes de forme. Non, je crois que c'est un peu plus difficile. Parce que vous imaginez, quand on parle d'un concours frauduleux où on est allé jusqu'à la proclamation des résultats, et vous voyez un peu, il y a des gens, tout n'est pas forcément faux dedans. Donc il y a des droits acquis déjà en jeu. Donc je crois qu'il faut essayer d'analyser et d'aller au cas par cas et éviter d'en faire une histoire populaire et une histoire de politique, une histoire de campagne où il faut respecter les promesses. Maître Tchapel insiste la politique, attention à la politique, parce que lorsqu'elle est présente partout, les dégâts sont énormes. Les concernés, comme pris dans l'étau, ont donné hier de la voix. Wimbo l'évoquait tout à l'heure sur ce qu'il qualifie de cabale contre leur personne. Avec la complicité de la régie, nous allons écouter le porte-parole avec votre permission aussi, chers invités. Donc, on les suit. Il a été donné de constater que nous, lauréats des concours organisés au profit du ministère de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation, session de juin 2015, faisons objet depuis plusieurs mois d'un lynchage médiatique
savamment orchestré, à sortir de nombreuses attaques, insultes et acharnements. Ainsi, nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux et cela ne saurait perdurer. Quel tort avons-nous commis en ayant été déclarés admis par une commission dont les lauréats ne sont nullement membres? Est-ce le seul concours organisé par le régime précédent? Pourquoi est-ce que ce sont les concours organisés au profit du ministère de l'économie et des finances qui suscitent chaque fois tant d'intérêt? Nous passons par le présent canal afin de tenir informée l'opinion publique nationale et internationale de ce qui suit. Nous sommes avant tout béninois, fils et filles de ce pays, au même titre que nos détracteurs et les querelles politiciennes, ainsi que les règlements de compte, ne devraient pas faire de nous des victimes. Nous avions légalement pris service depuis 6 mois après avoir démissionné de nos précédents emplois. Il n'est donc pas question de jouer avec les acquis de plus de 1600 Béninois ayant comme base arrière leurs parents, familles, amis et alliés. Étant donc d'un pays de droit, nous invitons nos détracteurs à utiliser les voies légales prévues par notre Constitution afin de prouver leurs différentes allégations et que force reste à la loi. Oui, Albert Wimbo, depuis 6 mois déjà en fonction, ils ne comprennent pas tout ce lynchage médiatique orchestré contre leur personne. Il y aurait des mains invisibles. Bon, il parle de lynchage médiatique. Bon, je comprends que c'est sous le coup de l'émotion, qui parle de lynchage médiatique. Ils ne sont pas lynchés. C'est que chacun est dans son rôle, chacun joue son rôle, que les ONG sont en train de jouer leur rôle, que les médias aussi essaient de décrypter l'actualité liée à ces concours-là. Je pense que s'ils interprètent ça comme un lynchage, bon, c'est le point de vue. On peut, au nom de la liberté d'expression, on peut leur accorder cela. Mais cela dit, ils ont dit quelque chose d'essentiel, à mon avis, c'est que force doit rester à la loi. Ils ont dit quelque chose d'essentiel, c'est qu'ils ont pris service depuis 6 mois. Ils ont dit quelque chose d'essentiel, c'est que ceux qui s'attaquent à leur personne, s'attaquent à la proclamation de ces résultats, doivent faire valoir, n'est-ce pas, leurs revendications devant les juridictions compétentes. Et pour cela, moi, je me réjouis qu'ils aient un sens élevé du droit et qu'ils savent très bien que dans un pays démocratique, dans un état de droit, que seul le droit, seule la décision de l'autorité compétente, seule cette décision est valable. Et autre décision que cela doit être classée dans le cadre, n'est-ce pas, de ce que M. Tchakwe appelle la politique. Moi, je suis très légaliste, je suis attaché au test. Je pense que si les investigations liées, n'est-ce pas, à ce concours aboutissent et qui sont menées par des gens assermentés et qualifiés pour, ça, il est important de le faire savoir. Eh bien, si on aboutit à ce que tout le concours, ou bien partiellement, ou bien au cas par cas, si on arrive à faire au cas par cas, si on trouve des conclusions qui les mettent en situation de déposer le tablier, ils déposeront le tablier. Maître Tchakwe, vous les avez suivis et les mots devant l'homme de droit ont beaucoup de sens. Ils disent qu'il ne doit pas servir de règlement de compte. Oui, et je suis entièrement d'accord avec eux. D'accord avec eux? Oui, je suis entièrement d'accord avec eux parce que tout à l'heure, je vous disais quelque chose. Quand je parlais des opérations préalables dans l'organisation d'un concours, et je disais qu'il y avait donc des étapes. Vous savez que dans ces opérations préalables, il y a ce qu'on appelle la nomination d'un jury. Il faut nommer donc un jury. Et lorsque vous nommez donc le jury qui, à la fin, doit pouvoir donc travailler
et pouvoir donc dégager, établir donc la liste des candidats reçus, c'est que la décision de ce jury, en fait, est souveraine et sans appel. Ah bon? Ah oui, il faut faire attention. La décision donc de ce jury est souveraine et sans appel. Mais partant donc de là, alors qu'on a proclamé donc les résultats et que le jury qui a proclamé donc ces résultats, en fait, a une décision souveraine et sans appel, les voies de recours s'ouvrent juste après la proclamation donc des résultats. Et lorsqu'on ne le fait pas? Sont-ils aujourd'hui encore dans le cadre ou dans le cadre donc des essais donc des voies donc de recours? C'est pour ça que j'ai vu que c'était un peu plus décevant que des syndicalistes crient, mais ne prennent pas la voie qu'il faut donc prendre pour pouvoir donc conserver eux-mêmes donc le droit qu'ils ont à demander donc l'annulation donc de ce concours. Donc moi je crois aujourd'hui, même le décret que prendrait éventuellement le Conseil donc des ministres pour dire j'annule donc ce concours. Ça peut être attaqué. Non, ça ne peut pas être attaqué. Ça va être annulé également par la Chambre administrative donc de la Cour suprême parce que pour violation du principe donc de la légalité. Parce que si les actes antérieurement posés au prix, dans le cadre de l'organisation de concours, n'ont pas été rapportés par les mêmes ministres parce qu'ils ont trouvé des irrégularités ou bien ça n'a pas été contesté par les intéressés et qu'on en arrive à une décision souveraine, en réalité, de ce jury, d'accord, qui a proclamé donc les résultats, qui ont laissé même les gens rentrer dans la deuxième phase. Parce que tout à l'heure, j'ai compris, c'est-à-dire que la nomination et la titularisation, c'est-à-dire que la nomination, c'est quoi? C'est-à-dire on met à disposition ceux qui ont été recrutés au service qui devraient donc les utiliser, on les met à disposition. Et après la titularisation, c'est qu'on leur donne la qualité donc de fonctionnaire dans le processus. Si on laisse tout ça et on arrive même à la nomination et la titularisation dans un emploi permanent et le reste n'est que l'ouverture donc sur la carrière, à savoir l'évolution de l'intéressé dans le service avec les avancements et autres, je crois qu'aujourd'hui on parle donc de quoi? On ne parle donc de rien dans le pays. Donc beaucoup de bruit pour rien? Pour rien. Donc, je dis que même de point de vue politique, en prenant même un décret pour dire, pour essayer donc de plaire à tout le monde en disant j'annule donc ces concours-là, c'est que le décret va être attaqué. Ne dites surtout pas, maître, qu'on est dans du sensationnel là. Je dis que le décret va être annulé et pas la Cour suprême, par la Chambre administrative donc de la Cour suprême, du simple fait qu'il aura donc, et ne serait-ce que la violation du principe donc de la légalité. Le temps, c'est de l'argent. Eh bien, oui, on va faire perdre beaucoup d'argent aux contribuables dans ces conditions-là? Non, on fait en sorte qu'on ne va pas perdre assez de temps ni de l'argent, n'est-ce pas, aux contribuables béninois. Mais je pense que le temps est court. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que Maître Tchakpa vient de dire. C'est que les étapes de nomination et de titularisation sont des étapes très longues. Pas comme ils l'ont dit tout à l'heure, en 6 mois, ce n'est pas en 6 mois. D'abord, quand vous êtes nommé, vous devez passer 1 an, n'est-ce pas, de stage. Pas, non, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le problème qui se pose, on sort donc d'un régime où on sait que les choses ont été organisées de façon irrégulière. Tout le monde en a conscience donc dans le pays. Donc, on n'a pas fait la démarche qu'il faut. Donc ça veut dire que... Ok, d'accord, je vous comprends maintenant. Je comprends alors parfaitement. Donc, oui, vous avez, le droit est une question de procédure. Hein? Le droit même est essentiellement procédure. Je passe sous le contrôle de l'avocat. Donc, quand on a escamoté ces étapes, c'est pourquoi je pense que quand il y a un problème qui se pose, il faut prendre de la hauteur, de la lucidité, de la sérénité. Les gens, ils laissent les voies de recours telles que prévues par la loi, telles que par les tests, mais ils préfèrent régler les problèmes par les caméras. Alors qu'il y a le temps pour exercer, n'est-ce pas, ces recours-là, et il y a le temps... Donc dans ce dossier, un peu de mots, dans ce dossier, on peut ne plus en arriver à se faire justice. C'est ça, maître? Non, on ne doit pas, nul n'a le droit de se faire justice. Apporter l'affaire là où il faut. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit les institutions compétentes, que les organes compétents qui ont été créés pour... Nous avons assez d'organes dans le pays qui sont créés pour régler tous ces problèmes-là. Et une fois encore, je vous dis que ce ne sont pas les ONG qui doivent créer, ce n'est pas WhatsApp ni Facebook. Il faut s'adresser aux institutions compétentes. Nous avons des structures au niveau de chaque ministère même, au niveau de chaque ministère, que ceux qui ont qualité même à contester ces concours. Il y en a qui ont passé le concours, qui estiment qu'il y a ça. Il y a des erreurs sur la personne des gens, sur la qualité. Vous avez évoqué toutes les opérations préalables. Si on me dit par exemple que M. Ins n'a pas le diplôme pour le faire et qu'on apporte les preuves,
Mais c'est un motif. C'est un motif assez En tout cas, sérieux. tout ceci vise à assainir l'administration publique. Oui. Et au nombre des mesures, il y a une autre qui fait couler assez d'encre et de salive. Il s'agit de celle visant l'interdiction d'usage de postes téléviseurs au sein de l'administration publique. Maître Tchakwe, vous avez eu la nouvelle aussi. Vous avez eu à applaudir? Non, vous savez, quand le président Yahi était venu ici en 2006, je crois qu'il allait contrôler les retards dans les ministères. Je crois que très tôt, il a eu le temps donc, de comprendre. Je crois que laissons le nouveau président poser donc, les règles, tu vois, qui doit pouvoir donc, contribuer à la bonne marche de l'administration publique et puis on verra. Le Béninois, il restera ce qu'il est. Qu'est-ce que ça signifie? Le Béninois restera. Il donne l'exemple du chef de l'État, de l'ancien, qui a donné de beaux signaux et par la suite, on sait ça n'a pas prospéré. Non, c'est pour, on dit le Béninois reste non, ce qu'il est. C'est pour vous dire que c'est le Béninois lui-même d'abord qui doit changer. Et je crois que le président qui viendrait véritablement garder donc ce pays et essayer donc d'expliquer aux Béninois ce qu'il faut faire pour être vraiment utile pour son pays, c'est celui-là, je crois que qui ne viendrait pas seulement pour parler donc de postes téléviseurs, encore moins donc contrôler donc les retards, mais de mettre dans la tête donc, du Béninois qu'il ne peut réussir que par donc le travail. Et ça dit que cet homme n'est pas encore né? Non, cet homme, je ne suis pas si pessimiste. En parabole, je ne suis pas si pessimiste que Maître Tchakwe. Je pense qu'on peut vaincre la fatalité. Et pour vaincre cette fatalité, il faut nécessairement que la tête puisse donner l'exemple. Je le dis parce que j'ai un exemple souvent, un exemple itinérant. Vous voyez, quand la police a demandé aux motocyclistes de ne plus prendre par la chaussée, je pense qu'on respecte ça. Ceux qui quittent Calavi, je pense que le maître observe. Mais les gens respectent ça. Je dis quoi? Ça veut dire que le Béninois n'est pas si difficile que ça. Nous sommes un peuple discipliné qui n'attend que la tête puisse indiquer, n'est-ce pas, le chemin, la voie. Il nous faut un tché. En réalité, il faut tché pour aller, n'est-ce pas, vers cette prospérité-là. Mais cela dit, je pense que les postes téléviseurs dans les bureaux, bon, je ne sais pas quel est le rapport, quelle est l'étude qui a été faite. Ben, il paraît qu'il y a de ces agents qui, à longueur de journée, au lieu de s'occuper de leurs papiers, de leurs documents, eh bien, c'est une partie au feuilleton, l'autre pour peut-être un journal télévisé ou un débat. Et pas la suite, quelques minutes avant la fin. Ils passent le temps à suivre Sika TV, vous voulez dire? En tout cas. Et quelques minutes à la fin, mais ils passent le temps à suivre Sika TV. C'est ça qui vous gêne? À la maison. Mais vous savez que... pas de moi, je vous explique puisque vous n'êtes pas informé. Vous savez qu'en dehors des postes téléviseurs, vous savez qu'on peut regarder la télévision sur les portables. Maître Tchakwe, vous voulez dire que le problème n'est pas encore réglé? Non, je pense que oui, on peut suivre. Vous avez avec... il y a autre chose même plus grave que les postes téléviseurs. C'est le phénomène WhatsApp. Tout le monde est concentré, tête baissée sur les tablettes dans les bureaux. Donc, vous voyez que les problèmes, on est en train de les déplacer. On est en train de les déplacer. C'est finalement dans la conscience, c'est la conscience des Béninois qu'il faut, je n'ose pas dire qu'il faut changer, mais qu'il faut dresser. Il faut faire en sorte que les Béninois soient conscients de ce qu'il y a un temps pour travailler, un temps pour faire WhatsApp, un temps pour aller sur Facebook. On ne peut pas passer toute la journée à être en train d'envoyer des SMS. On ne peut pas. Mais c'est même dans la Bible. Il y a un temps pour chaque chose. Tout le monde ne connaît pas la Bible. Hein? Mais c'est dans le Coran aussi. Il y a un temps pour faire tout. Il y a un temps pour prier. On ne peut pas. Eux aussi, il y a un temps pour aller voir le fétiche. Il y a un temps pour aller au champ pour travailler. Il faut réorganiser le temps pour que les gens sachent qu'il y a chaque chose chaque chose à son temps. Et je pense que c'est cela qu'il faut. Mais cela passe par la famille. Il faut que dans la famille, on puisse éduquer les gens à être des citoyens dignes. C'est vers la famille qu'il faut aller. Et tout se joue avant 6 ans. On nous a appris quand nous étions en philosophie, en psychologie. Donc, les enfants qui sont à la maternelle, je ne désespère pas des gens comme vous, des gens qui sont plus âgés, je veux dire. Non, si c'est la ponctualité qu'on dit souvent, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut faire en sorte que les enfants qui sont à la maternelle jusqu'à 6 ans, ceux qui sont au primaire, au collège, on puisse réussir à les inculquer des valeurs essentielles. Mais sur l'existant, Maître Tchakwe, est-ce qu'il ne faut pas être très optimiste tout de même? J'ai dit applaudi tout à l'heure, je vais me poser la question sous cet angle, parce que les événements heureux, ça s'applaudit. Mais vraiment, honnêtement, on sait que ce gouvernement, en son sein, il y a quand même l'homme qui a prôné la nouvelle conscience. Et on sait ce que ça recèle comme valeur. Vous avez dit qu'il faut changer l'ordre. Est-ce qu'on n'a pas, avec cette équipe-là, une certaine chance d'aller de l'avant? Vous savez, l'homme qui avait prôné, qui prône encore la nouvelle conscience, vous voulez parler du ministre Koupaki? Tout à fait. Vous savez qu'il était dans l'équipe de 2006. Comme on dit, on peut changer. Parce que j'avais critiqué à l'époque, parce que déjà,
en place, en lieu et place donc, de la nouvelle conscience à l'époque, il parlait de la réforme donc, des mentalités donc, des Béninois. C'était le thème qu'il avait utilisé. Et je crois que les gens absolument doivent prendre non par là et pas cette nouvelle conscience. Aujourd'hui, on trouve peut-être qu'il n'avait pas eu le temps véritablement d'avoir vraiment les mains libres face à un patron qu'il avait pendant ce régime-là donc de travail. Bon, on verra maintenant si il pourra quand même nous apporter encore quelque chose, parce que je crois que ce qu'il dit est incontournable. Quand il parle donc de c'est incontournable. La réforme donc des mentalités, la nouvelle conscience, c'est indispensable, c'est indispensable aujourd'hui. Irénée Koupaki, le numéro 2 du gouvernement, d'aucuns disent que c'est plutôt le moteur du gouvernement. Alors, le Bénin n'a-t-il pas la chance d'imprimer encore une nouvelle marque pour sa démocratie? C'est possible. Il n'y a de richesse que d'hommes. Je pense qu'il faut remettre l'homme au cœur de l'action de développement. Et l'ancien Premier ministre Koupaki, au cours de sa campagne, a développé, n'est-ce pas, de belles idées en ce qui concerne la conscience. Je pense qu'il est possible d'imprimer dans les actes du gouvernement, dans les comportements du gouvernement et dans les initiatives du gouvernement, n'est-ce pas, ce brin de réforme de ces mentalités par des exemples concrets. Ce dont nous avons besoin, ce sont des exemples et non des mots. Une fois encore, vous convenez, il faut que la tête change afin que le wagon, la queue, le reste suive. Je crois. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, le numéro du jour, nous le bouclons sur cette citation du grand humaniste Henri Durand. Seuls ceux qui sont assez fous pour que quelque chose puisse être changé et apporter donc quelque chose de neuf à ce monde peuvent y parvenir, oser. Et vous pourrez déplacer toute une montagne à vous seul. D'abord vous et ensuite le reste suivra. Merci pour l'attention et la confiance renouvelée. Je vous retrouve lundi. Mais 100% Bénin, lui, se poursuit le restant des jours ouvrables de cette semaine. À très vite sur 100% Bénin.